Bonjour David Lépée, merci de m'accueillir chez toi à Neuchâtel. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et tu gagnes à être connu, je vais faire un petit résumé de ta biographie que tu compléteras si tu en as envie. Donc tu es à la base licencié en philosophie et en littérature française, tu es journaliste, essayiste, tu as un blog, un site aussi, où tu mets pas mal de vidéos, où il y a des entretiens très intéressants avec des gens qui sont plutôt dans le domaine que j'appellerais le domaine de la dissidence, des gens qui sont un peu exclus de la médiasphère conventionnelle. Tu as fait du rap, ou peut-être tu as écrit des textes en tant que, pour des rappeurs, on en parlera peut-être après. Tu as une spécialité aussi, c'est vraiment l'histoire du socialisme et aussi le débat sur la démocratie directe. Je crois que tu es un fervent patriote, me semble-t-il. Et puis, bon, je crois que tu as aussi fait une incursion dans la vie politique active très jeune, à 19 ans. Tu étais parlementaire au Parlement neuchâtois des jeunes. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, si tu as envie peut-être de compléter. Je crois que tu étais même président. Et puis, entre autres, de toutes ces activités, tu es aussi critique de cinéma. Je crois que tu t'intéresses beaucoup au cinéma. Voilà. Pour commencer cet entretien, ben, je crois qu'on va commencer par parler un peu de la Suisse et puis dans des thèmes qui est un peu prépondérant chez toi, c'est la démocratie directe. Et je voulais commencer par ça, il y a Ramu qui dit, d'une phrase de Ramu qui dit «Il n'y a de culture que dans la souveraineté». Et qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, à propos de cette démocratie directe? Alors, il n'y a de culture. Il faudrait pouvoir replacer cette phrase de Ramu dans son contexte que je n'ai plus en tête. Je l'avais lu effectivement, mais je ne l'ai plus exactement en tête. Il n'y a de culture que dans la souveraineté. En tout cas, il n'y a de démocratie que dans la souveraineté. C'est clair. En fait, la démocratie dépend d'un cadre de définition. Les Grecs l'avaient bien compris. Leur cadre de définition n'était évidemment pas le même que le nôtre, puisque beaucoup de gens qui aujourd'hui sont statut d'esclaves, il y avait le statut très particulier des métèques, par exemple, de gens qui n'appartenaient pas au corps civique, mais la réflexion de base était la même, à savoir que la démocratie n'existe que s'il y a une définition extrêmement rigoureuse du corps civique. C'est-à-dire, il n'y a de citoyenneté que si on sait exactement qui sont les citoyens. Après, on peut étendre, réduire cette définition, on peut faire une démocratie censitaire, totale, absolue, on peut donner le droit de vote ou non aux jeunes de 16 ans, comme c'est le débat ou pas, mais l'important, c'est que ce soit défini. Et évidemment, la définition, une des définitions de base, en dehors des questions de sexe, de classe d'âge, de statut social, c'est lié à l'État-nation, donc aux frontières. Et citoyen suisse, il y a beaucoup de critères, mais un des critères, c'est effectivement d'être suisse, c'est-à-dire pas uniquement résident, il y a aussi des expatriés, mais d'être suisse avec le statut qui va avec. Donc, poser de cette souveraineté, c'est permettre au débat démocratique et à la prise de décision démocratique d'avoir lieu, parce que sinon, et c'est d'ailleurs sinon on ne s'y retrouve plus, c'est d'ailleurs le piège de certains antidémocrates qui jouent la carte de l'ultra-démocratie en dissolvant totalement ce pouvoir dans tout et n'importe quoi, en disant il faudrait faire voter par exemple les lycéens de plus en plus jeunes, ou bien on a entendu suite au Brexit, il faudrait donner une voix double aux plus jeunes afin de minoriser le troisième âge qui statistiquement semble-t-il aurait voté pour la sortie de l'Union européenne. C'est non seulement scandaleusement antidémocratique comme mesure, c'est aussi complètement crétin, parce qu'on voit que ce qui est valable en Angleterre, dans beaucoup de pays européens, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que ce sont majoritairement les jeunes qui votent contre l'Europe et pour leur pays, et les vieux héritiers des Trente Glorieuses et d'un certain confort qui votent à l'inverse. Donc non, il ne faut pas jouer avec ça. Une extension illimitée des droits démocratiques aboutit à l'antidémocratie. Exactement de la même manière qu'une restriction illimitée sur un mode autoritaire. Donc oui, démocratie et souveraineté populaire, souveraineté nationale, ça va de pair étroitement. Mais alors justement, on voit actuellement, il y a certains partis, notamment étonnamment des partis de gauche, qui tendraient, enfin je pense aux socialistes par exemple, qui tendraient à essayer de limiter ces droits démocratiques.
sous prétexte que le peuple n'est pas à même de traiter certains sujets peut-être trop complexes, ou peut-être avec d'autres envies peut-être moins avouables. Oui, c'est vrai, c'est pas si étonnant que ça, malheureusement pour les socialistes, mais c'est pas si étonnant que ça. Euh, En fait, ces partis-là tendent à contester la démocratie directe à partir du moment où ils perdent un certain nombre de scrutins à cause d'elle. Il y a eu ces débats-là sur la représentativité des cantons, par exemple, on voit par exemple contre le Conseil national et le Conseil des États, pour prendre les deux exemples du législatif au niveau fédéral, il n'y a pas... il n'y a pas le même type de représentativité. L'une des chambres a une représentativité par canton, l'autre chambre a une représentativité, on va dire, numérique, proportionnelle, et beaucoup de socialistes trouveraient que les cantons les moins peuplés, les cantons ruraux, devraient être moins pris en compte, parce que comme par hasard, c'est ceux qui votent le moins pour le Parti socialiste. C'est un exemple parmi d'autres d'une polémique qui était arrivée il y a quelques années, et ça c'est extrêmement dommageable, parce qu'on voit chez ces socialistes un discours, je peux penser à quelqu'un, enfin je dis ça, mais est-ce qu'il est socialiste? Oui, je crois qu'il est, comme François Chérix, vice-président du NEMES, qui exprime tout à fait ça, une méfiance terrible à l'encontre du souverain, à l'encontre du peuple, non pas par principe, quoique peut-être aussi un petit peu, mais surtout par opportunisme, par circonstance. Et c'est pour ça que je recommande toujours la lecture d'un auteur socialiste qui, au contraire, est beaucoup plus honnête, qui est Antoine Cholet, qui enseigne, je crois, à l'université de Lausanne, et qui a écrit un petit bouquin que moi je considère comme le manifeste que devrait lire tout démocrate suisse, de gauche comme de droite, qui s'appelle Défendre la démocratie directe, ou contre les options même de son propre parti, et parfois contre ses propres opinions. Il dit qu'il ne faut pas... comment dire, il ne faut pas négocier avec ça, avec ce pouvoir souverain, et il ne faut pas commencer à tomber dans les combines. Et ça, le PS malheureusement a beaucoup de peine avec ça, parce que c'est un parti de classe, et non pas de la classe ouvrière, bien au contraire. Il y a aussi une autre question, c'est la mainmise des lobbies et des gros médias, bon, qui sont aussi sous domination souvent des lobbies, et qui ont un pouvoir d'influence énorme sur les lecteurs. Et aussi, on pourrait aussi parler des moyens financiers qu'ont certains partis par rapport à d'autres. Et là, je pense que peut-être ça défausse un peu cette belle idée de démocratie directe. C'est vrai. Ce sont deux questions différentes. En fait, là, je vais te contredire, parce que je pense que ces médias, certes, disent à peu près tous la même chose, mais bien heureusement, leur pouvoir n'est pas si énorme que ça, ou du moins ne l'est plus. Il fut un temps où c'était sûrement le cas, mais maintenant, on a une nouvelle génération on va dire, de consommateurs de médias qui ne se contentent pas d'une feuille à laquelle ils sont abonnés de père en fils, mais qui les comparent, qui vont aussi beaucoup sur Internet, parce qu'évidemment il y a une démocratisation de l'information, qui est une démocratisation à la fois économique et technologique, et ça je pense que c'est plutôt une bonne chose, ce qui fait que quelle que soit leur lecture, ils ont tendance à les relativiser et à les mettre en perspective, c'est-à-dire à ne pas s'en laisser compter. La preuve, c'est tout simplement le résultat des élections. On voit très bien que, enfin des votations plus exactement, on voit très bien que sur les sujets les plus chauds du moment, en général ceux qui ont un rapport avec nos relations avec l'Union européenne, notre politique migratoire, notre politique de l'asile, en général, ces sujets-là sont... comment dire, il y a entre ce que disent de manière très majoritaire les médias et ce que vote le peuple, c'est souvent l'inverse absolu. Donc c'est bien la preuve que les idées qui finalement convainquent la majorité, parfois n'ont même pas vraiment de canaux de diffusion officiels, si ce n'est Internet, le bouche à oreille, la vie quotidienne, et ce genre de canaux-là. Donc là, je suis plutôt optimiste sur ce point-là. Je pense que l'exemple type en Suisse romande du média de propagande, mais poussé à un point qu'on n'a jamais vu jusqu'alors, c'est l'hebdo. Hein, très clairement. Alors l'hebdo, en gros, j'aime pas vraiment réfléchir comme ça, j'aime pas réfléchir en m'opposant, parce que c'est un petit peu bête, mais si tout d'un coup j'ai un doute sur les grands sujets nationaux ou internationaux et que je me demande ce qu'il convient de penser, je lis l'hebdo et je pense exactement le contraire. Parce que ce soit sur les sujets économiques, politiques, internationaux, culturels, sociétaux,
je me retrouve en opposition, mais presque dans 95% des cas, quoi. Donc c'est vraiment... Une boussole inversée, quoi. Ah oui, c'est vraiment une boussole inversée, et ça les énerve beaucoup. On sent des fois la colère, l'indignation qui monte dans les éditoriaux d'Alain Janet, par exemple, ou d'autres, parce que systématiquement, presque, le peuple roman, et le peuple suisse encore davantage, votent contre eux. On l'a vu, et depuis le 9 février 2014, la tension est montée encore davantage. Donc je ne suis pas trop pessimiste sur ce point, même si je pense qu'il faut, comme tu le fais, peut-être comme plein d'autres gens le font, il faut développer une contre-information par Internet, amener d'autres idées, c'est extrêmement important parce que les nouvelles idées, les idées qui progressent doivent se faire par des médias, par des supports, mais quoi qu'il en soit, les grands médias ont déjà perdu. Il y a une politique, même la politique économique des médias maintenant ne vise plus, leur survie ne dépend même plus tellement du nombre de leurs lecteurs ou de leurs acheteurs, mais de leurs investisseurs. Donc il y en a certains, ils peuvent continuer à dire n'importe quoi et à déplaire sans être soumis à la loi de l'offre et de la demande. Quelque part, tant mieux pour eux, hein, c'est leur problème, c'est une perversion du capitalisme qui a déjà perverti à la base, mais ça prouve bien que ce combat-là, beaucoup y ont déjà renoncé, ne cherchent pas à sortir de leur petit marché, leur petite strate de l'opinion, et l'hebdo, c'est le milieu libéral de gauche et de droite, hein, selon, disons, européiste, de classe moyenne, supérieure, universitaire. Voilà, ce n'est pas le mien. Ça, c'est la première question. La deuxième question, alors là, c'est plus préoccupant, parce que s'il y avait une vraie critique à faire à la démocratie directe telle que je la défends, ce serait celle que tu as dite. C'est-à-dire que je pense que notre système démocratique est sans doute, pour paraphraser Churchill, le moins pire de tous, à l'exception de tous les autres. Hein, enfin, c'était quoi quelque chose comme ça. Mais... nous restons un pays capitaliste. Hein. Nous restons un pays capitaliste, et démocratie et capitalisme, malheureusement, ça ne va pas ensemble, parce que l'un essaye toujours d'éliminer l'autre. Et on le voit parce que, comme tu le relèves très justement, il y a une inégalité financière énorme entre les partis qui se traduit dans les moyens mis à disposition dans les campagnes. Dans les campagnes de votation. Là, évidemment, j'en vise plusieurs. Moi, j'en vise un en particulier qui est l'UDC, qui a un grand succès en Suisse, en partie parce qu'il touche là où ça fait mal, en partie aussi parce qu'il y a des moyens que les autres n'ont pas. Le patriotisme est une notion très, très critiquée actuellement. C'est même devenu un terme un peu cochon. Et de même que le nationalisme. Et puis est-ce que par rapport à ces critiques virulentes et puis peut-être cette mésentente, cette mécompréhension de ce terme, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une nouvelle vision, une nouvelle façon de définir le patriotisme aujourd'hui, ou bien on reste aux notions traditionnelles? Alors c'est vrai que le terme d'expression cochonne est assez juste, parce que moi ça me rappelle l'Angleterre victorienne où certains mots étaient bannis du vocabulaire anglais, par exemple parce qu'ils évoquaient le sexe ou la chair, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, ça allait d'une autre manière, ça c'est les questions du néopuritanisme dont on pourrait parler plus tard, mais ça allait pour une autre chair qui est la chair de la terre sur laquelle on est enraciné, et là c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté, cette gêne qui pose problème pour une raison très simple, qui est un traumatisme historique, hein, qui est en gros le traumatisme de la Deuxième Guerre, où la version officielle nous dit que finalement, si l'Europe a été mise à feu et à sang, c'est par l'exacerbation des nationalismes, alors que le bilan de cette guerre terrible entre les peuples européens, entre ce qu'on peut appeler des peuples frères, il s'agit beaucoup d'une histoire de gros sous, de territoires, de choses. Et puis quand un pays revendique un territoire qui n'est pas le sien, j'appelle pas ça du nationalisme, j'appelle ça de l'impérialisme, j'appelle ça du colonialisme. Ce n'est pas du tout la même chose, et ce dont a fait preuve l'Allemagne, qu'on place un peu au cœur de ce jeu, dans ce jeu de massacre-là, c'est une politique impérialiste, militariste, qui n'entre pas du tout dans la définition que j'ai du patriotisme. Or, aujourd'hui, le patriotisme, il revient en force, en Suisse notamment, mais dans tous les pays européens, surtout dans la nouvelle génération. Je ne sais pas si c'est une nouvelle configuration, mais en tout cas, c'est une configuration qui n'a rien dans la plupart des cas, qui n'a rien de xénophobe, qui n'a rien d'exclusive, qui est, je le vois autour de moi, une configuration plutôt humaniste.
cette nouvelle tendance-là est battue en brèche par le discours qui vient d'en haut, le discours médiatique officiel qui va nous dire que le nationalisme c'est mal parce que c'est la haine de l'autre. Définition évidemment sujette à caution, c'est une équation que je réfute pour ma part, parce qu'évidemment je ne soutiens pas la haine de l'autre, je ne peux pas la soutenir, et je remarque quotidiennement qu'elle est fausse, qu'elle est inexacte. Je le remarquais encore récemment dans un exemple tout à fait frais dans nos mémoires, c'est l'Eurofoot. Il y a eu une polémique qu'on a à peu près à chaque compétition européenne ou mondiale de football en Suisse, dont le temps s'est fait les causes, je crois, qui est ce sentiment anti-français des Suisses et spécialement des Romans dans les compétitions sportives. Parce que, il faut dire ce qu'il y a, nos voisins français sont très chauvins quand il s'agit de sport. Quand ils gagnent une Coupe du Monde, on en entend parler pendant 10 ans, cocorico. Ça nous agace parce que nous, c'est vrai qu'on est rarement sur le podium dans ce sport-là. Bon, ce que j'en ai à faire. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de voir certains de mes concitoyens et amis défiler avec le t-shirt rouge à croix blanche et la croix formait la phrase « Je soutiens l'équipe nationale de Suisse ainsi que toute autre équipe susceptible de battre la France » ou quelque chose comme ça. Et ça, j'ai un petit peu de la peine à le comprendre. Évidemment, c'est pas méchant, c'est pas belliqueux, c'est pas xénophobe, c'est évidemment pas du tout. C'est plutôt un petit peu des querelles de voisinage sur fond de chauvinisme et de bataille de cours de récréation. Mais je vois que ce qui est susceptible éventuellement de créer une forme de haine, d'hostilité, de quelque chose d'assez mauvais, d'assez malveillant, eh ben, n'est pas le fait des patriotes. Ces gens, tels qu'ils ont pu s'exprimer dans les médias, sur les réseaux sociaux, sous couvert de compétitions sportives, n'étaient pas les gens qui, par ailleurs, clamaient l'amour de leur pays. Donc, l'amour des siens et la haine des autres, non seulement ça ne va pas de pair, mais c'est souvent, ceux qui les commettent sont souvent des gens très différents les uns des autres. Une preuve de plus qu'on peut tout à fait être patriote et combattre la haine des autres. Défendre ses intérêts, ce n'est pas attaquer les autres. Moi, je suis arrivé au patriotisme plutôt par une réflexion entre guillemets de gauche, je dis bien entre guillemets, ce serait plus exact de parler de réflexion socialiste, à savoir que j'ai compris que dans un monde mondialisé où le marché libre sévissait d'une manière extrêmement agressive et précarisante, les frontières nationales, la structure politique de l'État-nation étaient les meilleures garanties pour défendre nos acquis sociaux, ou ce qu'il en reste, et que dès lors, militer, comme le fait une certaine extrême gauche pseudo-rebelle, adolescente de posture, pour l'abolition des frontières, c'est militer pour le capitalisme global, c'est militer pour le déploiement de ce libre-échangisme prédateur qui nous précarise tous, à commencer par les salariés, et ça évidemment c'est quelque chose qui n'est plus du tout tenable. Je suis arrivé au patriotisme par cette réflexion économique, ce qui n'empêche pas également d'avoir un attachement sentimental, là aussi. Et puis quand on parle de sentiment, on parle d'amour, on parle d'attachement, il s'agit de choses extrêmement positives, il ne s'agit pas de haine, il ne s'agit pas de bouter les gens, de discriminer les gens, ça n'a absolument rien à voir. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il faut bien se rendre compte que notre petite partie d'Occident, parce que je ne peux même pas parler déjà, l'Occident pour moi ne signifie rien, l'Europe est une chose belle mais encore un peu abstraite parce qu'il y a beaucoup de différences, et heureusement qu'il y a ces différences. Mais je pense que le paradigme dans lequel on vit, nous la Suisse, on le retrouve en gros dans toute l'Europe de l'Ouest, ce qui à l'échelle mondiale ne fait pas grand chose. Mais je pense que oui, les Français pensent à peu près comme nous, les Allemands, les Autrichiens, les Hollandais. On a 2-3 points communs, on est très minoritaire et c'est peut-être pas plus mal parce qu'on a une vision post-68arde un petit peu biaisée par rapport à tout ça. On est ceux qui veulent ouvrir les frontières, ceux qui sont les plus immigrationnistes et qui déroulent le tapis rouge aux réfugiés et aux immigrés du monde entier sont idéologiquement, philosophiquement, ceux qui sont les moins amènes de comprendre ces nouveaux venus, parce que ces nouveaux venus, comme par hasard, viennent des pays plus pauvres, moins occidentaux, vivant sous le joug en général d'autres religions ou d'autres cultures, et qui ont un attachement à leur terre, un rapport aussi au sacré, à la culture, parfois même à la religion, qui est à l'inverse, on va dire, de la politique du PS, pour prendre l'exemple d'un parti immigrationniste, qui a une politique bobo, hors sol, mondialiste, citoyenniste du monde, qui ne peut pas les comprendre, alors qu'avec peut-être les gens de l'opposition,
les gens comme nous, malgré toutes nos différences, des dialogues peuvent être ouverts avec les musulmans, avec les Africains, avec les Asiatiques, avec les Latino-Américains. On ne va pas forcément pacifier, on ne va pas forcément les laisser rentrer chez nous, parce que ce n'est pas notre intérêt, ni le leur d'ailleurs, soit dit en passant, mais au moins on pourra avoir un dialogue parce que des patriotes de couleurs, d'ethnies et de cultures différentes peuvent se parler. Des gens qui ne sont même plus attachés à leur sol, qui sont apatrides et sans foi ni loi, ne peuvent parler à personne qu'à eux-mêmes. Oui, ce qui fait penser d'ailleurs à la liturgie de Terra Nova, hein, l'idée du bourgeois sans patrie, enfin comme le dit Jacques Attali d'ailleurs, qui vit dans les aéroports, dans les hôtels et qui voit le monde comme, enfin les citoyens du monde comme, enfin les citoyens du monde, les humains comme des gens toujours en transit. Voilà. D'ailleurs, citoyen du monde, ce terme que j'aime pas, ouais. Je peux même pas dire que je suis contre parce qu'il est contradictoire dans les termes. On ne peut pas être citoyen et du monde, puisque comme je le disais avant, la définition du corps civique, c'est une certaine souveraineté, quelle qu'elle soit. Or, le monde, à moins d'imaginer un scénario à la guerre des étoiles, le monde ne correspond pas à une définition de la souveraineté. Il correspond au contraire à une définition de l'universalisme au sens le plus négatif, parce qu'il y a un sens meilleur aussi. Et Attali, bon, on entend un peu moins ces derniers temps, j'espère que c'est bon signe. De toute façon, s'il suivait ses propres consignes, il devrait s'euthanasier lui-même parce qu'il est arrivé trop vieux. Donc peut-être c'est ce qu'il a fait, par cohérence idéologique, je ne sais pas, je le lui souhaite. Mais il défend exactement ça, effectivement, le monde comme un tarmac d'aéroport, la patrie limitée finalement à un ordinateur portable connecté partout. Et Houellebecq lui-même disait, Houellebecq dit tout et son contraire, donc c'est difficile à juger, mais disait qu'effectivement, comme le dit Attali, il faudrait que la France, pour prendre le cas de son pays à lui, soit un hôtel pour les étrangers les plus riches qui puissent offrir les meilleures conditions d'hospitalité, et c'est ça qui compte. Bien avant l'intérêt des indigènes et bien avant l'intérêt bien sûr des immigrés les plus pauvres, ça va de soi. Voilà, je m'inscris complètement en faux contre cette vision-là. Enfin, une question que je me pose aussi, c'est bon par rapport à l'officiel parti socialiste, enfin qui est un peu calqué sur un peu tous les partis socialistes européens actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont finalement des... Surtout à l'ouest, hein, toujours. Là. Oui, surtout à l'ouest, ouais. Qui sont, on pourrait dire, des suppôts de ceux qu'ils prétendent être les ennemis. Bien sûr. Mais je me posais une question par rapport à des partis plus à gauche comme le POP par exemple. Quelle est leur position d'après vous? Ça il faudrait leur demander à eux parce que... Mais juste revenir sur une période de mon passage de quelques années à l'extrême gauche, je garde une certaine sympathie pour le POP dont je n'ai jamais fait partie, mais j'ai eu des amis, j'en ai encore quelques-uns d'ailleurs. J'en faisais pas partie parce que moi j'ai été chez les trotskistes, hein, chez Solidarité. Alors que à l'époque, j'étais, en fait, si j'avais pu m'analyser sans la confusion qui régnait, j'étais beaucoup plus sensible aux thèses communistes que défendait le POP qu'aux thèses trotskistes que défendait Solidarité, qui est le parti dont je parle. Seulement, il y a une espèce de petit accord implicite dans le canton de Neuchâtel où finalement il y a une section POP forte dans le haut du canton, la Chaux-de-Fonds-le-Locle, et puis on va dire les gens qui ont une sensibilité de gauche radicale sont orientés vers le POP, et dans le bas, à Neuchâtel, au bord du littoral, du lac, les gens qui ont cette sensibilité-là sont orientés vers Solidarité. Ce qui a peut-être un peu changé, parce que maintenant le POP s'est développé aussi dans le bas du canton, tant mieux pour eux, mais ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc il y a une espèce d'opportunisme où finalement on disait on était tellement des groupuscules dont les plus vieux avaient fait la guerre entre eux pour rien, que par rapport au pragmatisme du PS, le grand parti de gauche, on se disait qu'il faudrait faire un petit peu un effort et puis mon Dieu, les querelles sur l'URSS et le goulag pour ce que ça nous regardait nous. Donc ce pragmatisme était sûrement bienvenu. Néanmoins, il n'empêche que oui, il y avait quand même des différences de sensibilité. Le POP, PDT, hein, pour prendre les différentes dénominations qu'il a dans les différents cantons, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, est un parti qui est resté beaucoup plus ouvriériste que les trotskistes, plus lié aux fonctionnaires, aux artistes, à la petite classe moyenne. Enfin, la sensibilité est complètement différente, parce que la différence de base entre ce qu'a été le trotskisme, dans sa lutte contre l'URSS, mais aussi dans les luttes sociétales qu'il a menées par la suite, c'est pas du tout pareil. Le POP, on trouve encore des léninistes. Et je pense qu'on peut discuter avec les léninistes. D'ailleurs, paradoxalement, ils sont souvent plus tolérants que leurs adversaires trotskistes.